Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Arthur Milran, qui est avocat associé chez Parallèle Avocat. Bonjour. Bonjour. Et je vous reçois pour parler de ChatGPT et consorts, on va dire, de DALL-E, de tous ces transformeurs de générateurs de contenu par l'IA. Et on va parler avec vous, évidemment, du risque légal, des risques juridiques autour de ces outils-là, qui sont nombreux et qui posent beaucoup de questions. C'est une capsule qui rentre dans un cadre plus large, puisqu'avec les sites en jeu et le monde informatique, on réalise un ensemble de capsules, une technique, une démonstration, une capsule sur les enjeux pour les métiers du marketing et une capsule légale sur ces fameux outils dont on parle beaucoup. Donc, première question, parce que les questions qui se posent évidemment en termes d'usage de ces outils-là, sur les créations de textes ou d'images, sont des questions de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Moi, j'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est en France, que c'est la propriété intellectuelle et le droit d'auteur et comment ça fonctionne. Pour faire très simple, les droits d'auteur sont attachés à des œuvres et protègent l'auteur de cette œuvre. La condition pour bénéficier de cette protection légale, donc de droit d'auteur, c'est l'originalité. Donc on considère que l'œuvre, c'est une création originale qui est le reflet de la personnalité de son créateur. Et à ce titre-là, dès sa création, elle est protégée par le droit et le droit d'auteur. Sans qu'il y ait un dépôt ou une C'est déclaration ça, de la part il n'y de a rien d'autre l'auteur. à C'est faire ça qui que est l'acte important. créatif. Du moment qu'on a créé quelque chose, même s'il C'est n'est ça. pas publié et diffusé, en fait, il est protégé. C'est ça, il est protégé et ça, on le distingue d'autres droits de propriété intellectuelle comme les marques ou les brevets qui imposent un dépôt. C'est ça. Donc on a le droit d'auteur et la propriété intellectuelle qui est quelque chose de plus large et qui demande un dépôt. Voilà, et donc en gros, quand vous avez cette création, cette œuvre, la question se pose de qui est l'auteur. En France, et comme dans la plupart des pays européens, le droit d'auteur ne peut être détenu que par un être humain, donc une personne physique. Et C'est important pour notre discussion d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc on ne reconnaît pas la qualité d'auteur et donc une protection à des procédés automatisés ou des systèmes ou des choses produites par une machine. Il y a des débats évidemment avec toutes les technologies que vous avez indiquées, mais il y a aussi eu déjà des affaires intéressantes qu'on peut mentionner. Un des cas les plus intéressants, c'est le cas du singe qui avait pris une photo Oui. aux États-Unis. La Cour d'appel en Californie a jugé que ce n'était pas protégé par le droit d'auteur. Alors il est un petit peu différent aux États-Unis, mais disons que le raisonnement reste le même parce que ce n'était pas une personne humaine capable de créer quelque chose. Plus récemment, il y a une bande dessinée qui avait été créée par l'intelligence artificielle qui s'appelle Zarya of the Dawn. On avait reconnu une protection par le droit d'auteur américain en septembre 2022 et cette décision a été infirmée en décembre 2022 où on a refusé de reconnaître cette protection de droit d'auteur parce que la bande dessinée avait été générée par cette intelligence artificielle. Donc en gros, pour le faire très simple, il y a la création qui génère une protection légale et la question est de savoir qui peut en bénéficier et qui a fait l'acte créatif et est-ce que cet acte créatif est fait par un homme ou une machine et est-ce qu'on peut protéger les contenus générés par les machines. Oui, en fait, ce que vous dites là, c'est qu'on a besoin de savoir ce qu'est une œuvre et si on peut parler de plagiat ou de copie illicite quand ce n'est pas un être humain, effectivement, qui a créé l'œuvre ou pas. C'est ça. En fait, là, c'est une question qui est formulée dans des termes humains. Si on le Oui. traduit en machine, ça veut dire qu'en gros, une intelligence artificielle, c'est un traitement algorithmique de données entrantes, donc des données dites input, qui génèrent un résultat. Donc ça, c'est une donnée output. Et la question se pose de savoir si les données output sont protégées par le droit de propriété intellectuelle qu'on vient de décrire, donc le droit d'auteur. Et c'est là où se logent en fait tous les principes généraux que je viens d'évoquer. Alors, vous évoquez aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des données de sortie, donc de l'œuvre, en tout cas de l'image ou du texte créé par l'intelligence artificielle, mais donc il y a des données en entrée, en fait, et c'est là où ça pose question, en fait. Alors ça dépend de la technologie et donc comment elle fonctionne. Donc là, on ne peut pas donner une réponse absolue. Donc il faut. Si on parle de ces transformers, on est quand même beaucoup sur l'utilisation de bases existantes. Oui, en fait, il y a des choses que la machine est capable de créer, mais la machine est capable d'apprendre avec des données existantes. Donc en fait, c'est observer le web, apprendre à partir de milliers d'images ou de milliers de textes pour reproduire quelque chose de similaire ou d'identique, ou même de faire une vraie œuvre création, au sens pas forcément juridique. Mais donc ça, c'est vraiment le processus qui doit être appréhendé par le droit. Aujourd'hui,
J'aurais tendance à dire que ces créations ne sont pas protégées par le droit d'auteur en France, en l'état de la jurisprudence et de la loi. En revanche, il y a une vraie question économique et juridique à régler le sujet pour le futur. Parce qu'en fait, ces intelligences artificielles, on en est au tout début, au tout prémisse. Il va y avoir un enjeu économique à sécuriser la création de valeur de ces machines. Parce qu'en fait, les gens qui développent et qui éditent ces machines créent en fait indirectement de la valeur pour beaucoup de monde. Donc il va y avoir un enjeu de comment sécuriser ces créations. En 2020, par exemple, il y a eu un rapport qui a été publié en France sur comment appréhender ces créations, ces contenus générés par des machines. Est-ce qu'il faut créer un droit spécial de propriété intellectuelle? Est-ce qu'en fait c'est un droit voisin, un droit sui generis? Ou est-ce qu'en fait on va juste créer un support, une propriété sur le support qui a généré le résultat? Donc là, il y a vraiment, disons, plein d'embranchements juridiques possibles. Oui, parce que alors là, ce dont vous parlez, on pense beaucoup directement, quand on pense aux risques, entre guillemets, juridiques liés à ces outils, on pense en fait plutôt aux risques justement liés à une plainte pour plagiat, hein, pour revenir à ce qu'on disait au début, donc à l'utilisation d'œuvres existantes ou à la similarité entre l'œuvre créée et puis autre chose. Mais vous dites, il y a aussi cette question du droit, de la protection de ce qui est créé, en fait, finalement, ce qui est généré. Oui, en fait, et qui, aujourd'hui, on n'a rien pour protéger. C'est ça. En fait, ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que il y a le risque pour la personne qui va créer l'intelligence artificielle et qui va fonctionner. Le risque pour cette entité-là, donc cette société commerciale, par exemple OpenAI, c'est de se faire attaquer par des titulaires de droit. Le créateur de ChatGPT Exactement. Et de la société DALL-E. Qui édite ces deux solutions. Là, le risque essentiel pour cette société-là, c'est de se faire attaquer par des titulaires de droit qui auraient vu leurs œuvres ou leurs créations utilisées en données entrantes. Donc en gros, ChatGPT utilise des œuvres protégées par le droit d'auteur sans l'autorisation des auteurs et des titulaires de droit. À ce titre-là, il y a une violation des droits de ces auteurs-là. Ensuite, en bout de chaîne, celui qui utilise les données output, il y a une question de est-ce qu'elle respecte les droits de OpenAI, donc de la société qui édite la solution d'intelligence artificielle. Là se repose la question de est-ce que ces contenus sont protégés, oui, non. S'ils sont protégés, il y a un risque. S'ils ne sont pas protégés, il n'y a pas de risque. En revanche, quand on les utilise, il y a plusieurs types de risques. Il y a le risque vis-à-vis des consommateurs, donc la tromperie, les informations inexactes, mais il y a aussi un risque horizontal avec, par exemple, plusieurs sociétés qui utiliseraient le même contenu. La question se poserait de savoir, en fait, s'il y a plusieurs contenus sur le marché qui sont identiques, est-ce qu'en fait, il n'y a pas du parasitisme, donc de la réutilisation de la valeur économique de l'un au profit de l'autre. Et en fait, la question serait de savoir qui va attaquer le premier pour concurrence déloyale si, par exemple, il y a deux articles identiques sur Internet. Sachant que, parce que ça, c'est lié à la nature même de ces outils-là, qui est que si on pose la même question, ce qui peut tout à fait arriver, là, on s'adresse à des directeurs marketing, on sait bien qu'on peut avoir, poser la même question sur la façon de créer, j'en sais rien, la plus belle chaise à vendre aujourd'hui. Si un concurrent pose la même question, on va avoir quasiment la même réponse avec un outil de génération de contenu. Vous allez avoir la même réponse. Ça, je dirais que c'est une utilisation basique de ces outils. C'est-à-dire que si vous posez la question de quelle couleur est le ciel et qu'on vous répond bleu, il est hors de question, même instinctivement, de considérer que bleu est protégé par règles juridiques. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, en particulier les directions marketing, je pense qu'il faut toujours mettre en œuvre des bonnes pratiques. C'est utiliser les nouveaux outils, être à la pointe de la technologie, oui, mais ne pas le faire de manière aveugle. Donc, ne jamais utiliser les contenus tels quels. Si on en utilise des bouts, les sourcer. Toujours revoir, avoir une revue humaine, c'est-à-dire qu'en gros, éviter les boucles automatisées, c'est-à-dire qu'en gros, brancher ChatGPT sur un autre outil automatique qui va ensuite publier automatiquement sans revue humaine. Ça, c'est des choses qui sont risquées parce qu'en fait, ces technologies sont très impressionnantes, mais font plein d'erreurs. Et donc, il faut une revue humaine. Avant de venir, j'ai posé la question à ChatGPT de est-ce qu'on peut utiliser ces réponses pour une direction marketing. La réponse est très intéressante, c'est vous pouvez les utiliser librement sous réserve des règles applicables, en forçant le paragraphe pour la transparence vis-à-vis des consommateurs et prenez un avis juridique avant une campagne marketing. Donc autant dire que la machine est consciente de ses propres limites et anticipe assez bien les problématiques. Donc la réponse était très succincte et je vous la livre parce qu'elle est assez claire pour répondre à votre question.
Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est en bêta, qui autorise l'utilisation commerciale, mais avec des précautions qui sont très très larges, hein. Oui. On en a parlé en préparant cette capsule, mais aujourd'hui, les conditions d'utilisation ne sont pas très précises sur les risques pris à utiliser un ChatGPT ou un DALL-E pour créer du contenu. Non, c'est pas très précis. En revanche, quand on s'inscrit, on voit assez bien que l'éditeur de la solution, donc la société OpenAI, insiste sur le fait que c'est une bêta, qu'il peut y avoir des Voilà. erreurs, et donc incite tout le monde à beaucoup de précautions. Donc, il y a fort à parier qu'ils ont pris conseil pour anticiper les points des erreurs ou des contenus justement qui seraient déformés. Il y a déjà eu quelques exemples aussi. Il y a des exemples, de toute façon, assez fameux où en fait tout le monde s'est un peu saisi de la question de voilà comment est-ce que j'ai réussi à avoir une mauvaise réponse, voilà comment est-ce qu'elle a donné des informations inexactes. Mais ce qu'il faut voir, c'est deux choses. C'est un, les conditions générales sont assez larges, mais vous donne une licence, vous, comme utilisateur, sur les résultats. Comme si la société considérait qu'elle était au moins partiellement titulaire des Oui. droits sur la création et le résultat, pour dire un terme pas teinté juridiquement. Et le deuxième truc très intéressant à dire, c'est que la machine a appris de toutes les utilisations qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une manière d'entraîner la machine que de se servir d'elle. Donc en fait, depuis le début, toutes les requêtes qui ont été formulées ont fait progresser la machine. Donc le ChatGPT du début n'est plus celui d'aujourd'hui et ne sera pas celui de demain. Donc ça a été, à mon avis, un entraînement intensif de la machine pour le type de réponse, pour aider à la formalisation des réponses. Et il y a des résultats qui sont assez impressionnants sur des contenus assez basiques. Je pense qu'en fait, là, on assiste au tout début de l'intelligence artificielle qui va en fait automatiser une partie de tâches très consommatrices de temps et peut-être à faible valeur économique. Alors on le voit, on a une capsule nous, de démonstration qu'on a faite sur l'utilisation pour le marketing en particulier des deux outils, donc ChatGPT et DALL-E. Le résultat est très très impressionnant. Donc effectivement, ces questions sont importantes. Alors, et il y a aussi un autre point, pardon je vous en prie. couper, mais c'est que trop utiliser ces solutions en fait, peut vous pénaliser. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous faire gagner du temps parce que c'est très impressionnant, ça va vous rédiger du contenu descriptif assez précis sans que ça consomme du temps de vos équipes. En revanche, le publier sur Internet, vous pourriez aussi en pâtir d'un point de vue de référencement sur les moteurs de recherche. Parce que le SEO, donc l'optimisation des résultats des moteurs de recherche va pénaliser les contenus pauvres ou dupliqués. Donc en fait, si tout le monde se met à utiliser ChatGPT, vous allez aussi avoir une pénalisation peut-être indirecte dans votre référencement parce que votre contenu ne sera pas aussi original et aussi valorisé que ce que Google ou d'autres moteurs de recherche, pour ceux qui existent, d'autant que considèrent. Même s'il n'y a pas de vérification, on est censé déclarer que ça a été créé par ChatGPT. Oui. Alors, il y a peut-être une autre question qui se pose en termes de risque juridique. Est-ce qu'il peut y avoir des questions liées à la diffamation ou de l'atteinte à la vie privée avec des contenus justement qui sont générés et qui pourraient être complètement faux ou en tout cas divulguer des informations qui n'étaient pas de façon large? Et il y a un risque, évidemment. De la même manière que vous avez un risque d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers en utilisant ce type de solution. À nouveau, je pense qu'il faut partir du principe que vous pouvez vous en servir comme aide, mais que vous restez l'éditeur de ce que vous publiez. C'est-à-dire que si vous publiez n'importe quoi sur quelqu'un ou que vous publiez des informations fausses, la première personne qu'on va venir voir, c'est vous. Et donc, en fait, il faut que vous ayez des moyens de répondre de ce que vous avez fait. Et une des manières de vous défendre, c'est de dire que ça a été généré intégralement par ChatGPT, pour qu'ensuite ça fasse diminuer la pression pour la personne qui voit ses droits atteints, ou vous donnez un moyen de vous défendre. Mais de manière générale, j'aurais tendance à considérer qu'il faut être très prudent dans l'utilisation qu'on fait. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'essayer de trouver des manières de simplifier des tâches rébarbatives ou chronophages, plutôt que de chercher à créer du contenu. C'est beaucoup plus intelligent de demander à ChatGPT de nettoyer un tableau Excel ou de faire des colonnes sur Excel ou de lister des villes par taille de population dans le monde, plutôt que de chercher à lui faire rédiger un article de blog. Je pense que c'est ça aussi la chose à garder à l'esprit. C'est quand vous vous en servez d'un point de vue marketing, pour répondre en fait à votre question, c'est pourquoi est-ce que vous vous en servez? Est-ce que c'est pour faire du contenu? Là, en fait, il y a un risque d'inexactitude et d'atteinte de droits des tiers. Si c'est pour utiliser des choses très factuelles ou faire des calculs, c'est une autre chose. Mais dans les deux cas, il faut que vous pondériez ça et il n'y a qu'un humain qui peut
faire la part des choses, et donc il faut que ça soit endossé par la société qui Oui. publie l'information sur Internet. Alors ça croise le contenu de notre capsule sur le marketing, où effectivement l'idée c'est aussi de dire de toute façon, si on sort du contenu qui n'est pas bon, ça n'est pas bon non plus pour le marketing des produits ni pour l'entreprise. Donc le risque Je pense que, voilà, je pense que c'est aligné. Voilà, sur les conseils que vous donniez tout à l'heure, c'est ne jamais laisser les outils automatiques entre eux, on va dire, jusqu'au bout, avoir Oui. toujours une intervention humaine et puis vérifier, et puis voilà, travailler dessus. Ou effectivement, peut-être pour l'instant, limiter ces usages, tant qu'on n'est pas dans des choses plus pointues, limiter à des usages simples de récolte d'informations et de tâches basiques qui libèrent les équipes, en fait. Il y a un mouvement très clair dans la révolution numérique, c'est le deskilling, donc en fait le désapprentissage ou la perte de compétences. C'est-à-dire qu'on fabrique des machines qui font bien mieux que nous plein de choses et qui le font sans erreur. Donc un des risques, c'est de désapprendre à faire des choses. Donc moi je suis en faveur qu'on garde le contrôle de nos existences et juridiquement et même en tant que citoyen, garder le contrôle sur la machine. C'est-à-dire qu'en gros, commencer à s'en remettre à une intelligence artificielle, aussi impressionnante soit-elle, je pense que c'est un mauvais choix de société, et juridiquement, de toute façon, c'est un mauvais choix aussi. Puisque le droit aujourd'hui appréhende mal cette réalité du contenu généré par l'IA. Ça va être régulé, c'est sûr. Comment la question se pose, et ensuite c'est comment et où. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pareil d'avoir le raisonnement en France que de l'avoir en Allemagne aujourd'hui jusqu'à ce qu'il y ait une réglementation européenne, et c'est pas du tout la même chose de l'avoir aux États-Unis. Donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. J'aime pas trop pointer sur le risque, parce qu'aujourd'hui le risque, en fait, on sait pas bien ce qu'il est. Oui. En revanche, on sait que c'est pas une bonne idée d'aller vers une utilisation abusive de ces solutions-là. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a des sociétés qui vont en faire une utilisation massive. De toute façon, c'est sans doute un outil qui deviendra payant. Peut-être que le coût sera prohibitif aussi pour plein d'entreprises. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Simplement, on voit là la promesse d'une intelligence artificielle performante. Alors justement, pour boucler cette capsule sur ce sujet juridique, vous l'avez évoqué un tout petit peu au fil de la discussion, mais quelles sont du coup les pistes aujourd'hui de régulation, on va dire, des IA en général et de celle-ci en particulier ? Il y a le rapport que je mentionnais là, du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et littéraire en France qui a donc évoqué des pistes de création d'un nouveau droit pour couvrir le cas de ces créations par l'IA. Il y a une résolution du Parlement européen aussi qui pointait du doigt la nécessité d'encadrer ces contenus. Et il y a un règlement européen qui s'appelle l'Intelligence Artificial Act de avril 2021 qui va être adopté et qui est en cours de discussion sur la régulation de l'intelligence artificielle. Mais on reste à un texte qui est très haut dans l'approche de ce sujet. Ça, c'est un sujet qui est très micro. Là, on est plutôt dans les risques de l'intelligence artificielle, comment utiliser cette technologie sans que ça porte atteinte à des choses vraiment importantes du type la vie privée, la santé, qu'il n'y ait pas de biais. Donc on est à un niveau encore très macro. Et je suis certain que c'est le début d'une succession de règles qui vont adapter des pans du droit en propriété intellectuelle, mais aussi dans plein d'autres dimensions. Notamment, comment est-ce que l'État va s'en servir ? Comment les sociétés vont s'en servir, quelle place va avoir l'individu et comment est-ce que l'humain va garder le contrôle sur la machine. Ça, c'est une expression qui est vraiment beaucoup utilisée à l'échelon européen sur comment garder la maîtrise des machines et ne pas se laisser dépasser par la technologie. Très bien. Arthur Mélan, merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Voilà, c'était très clair. Puis on va continuer à regarder ce qui se passe en termes juridiques autour de ces sujets-là. Donc, je vous le rappelle, comme je le disais au début de la capsule, donc, nous avons aussi d'autres petites capsules sur la technologie qui se cache derrière ces outils-là, comment ça marche justement, l'algorithmique et puis les données que ça va chercher et que ça produit. Une petite démonstration également, et puis une capsule sur les usages dans les directions marketing. Merci beaucoup.